Il y a quelques années de cela, j'ai fait une vidéo intitulée « Je suis une menteuse ». Ça n'a pas été facile, pas facile pour moi de l'assumer, pas facile de voir les gens l'utiliser pour me discréditer ou m'humilier. Mais je l'ai faite en pensant que le reconnaître publiquement m'aiderait à en être plus consciente au jour le jour. Effectivement, le reconnaître publiquement, c'est déjà une première étape, mais disons que j'avais sous-estimé tout le travail que j'avais à faire en amont, et donc même si ça a un tout petit peu amélioré mon cas pendant un moment, dès que j'ai commencé à relâcher mon attention, tous mes comportements mythomanes se sont mis à revenir petit à petit. Il y a le mensonge, mais il y a aussi une autre facette à la mythomanie. Je ne sais pas si c'est valable pour tous, mais disons que c'est un comportement que j'ai pu remarquer chez d'autres mythomanes. Et donc, ce truc, c'est qu'on ne sait pas garder les secrets. C'est bizarre à expliquer, mais le menteur est addict à l'attention des autres. Donc, dans une interaction sociale, tous les moyens seront bons pour attirer l'attention. Donc à ce moment-là, les secrets des autres deviennent comme des jetons qui ont de la valeur et qui peuvent être mis en jeu comme n'importe lequel de nos secrets personnels ou nos mensonges. Car il faut aussi comprendre que les mensonges que l'on s'invente continuellement créent une sorte de déconnexion avec notre propre histoire personnelle. Ce qui est vrai ou pas devient de plus en plus flou, notre mémoire nous fait défaut, et donc que ce soit nos propres secrets ou celui des autres, tout finit par avoir la même valeur pour nous, la même valeur que le mensonge, à savoir rien. Donc quelque part, on sait que c'est mal, mais sur le moment, dans le flot de la conversation, rien n'a d'importance, seule l'attention a de la valeur. Alors des choses qui ne devaient pas se savoir finissent par se savoir, et le prix à payer est souvent extrêmement salé. C'est la première chose que m'a appris ma mythomanie, je peux être la méchante de l'histoire. Dans la Divine Comédie, Dante décrit les enfers comme étant 9 zones superposées et à chaque étage sont punis ceux dont la vie fut entachée par un péché particulier. Et bien la dernière zone, la pire, celle tout au fond, celle où réside Satan, c'est celle où l'on punit la trahison. Je ne suis peut-être pas au niveau de Judas, mais mentir ou répéter des secrets est toujours vécu comme de la trahison. Et c'est la pire chose que l'on peut faire à un autre être humain, trahir sa confiance. Dans ma vidéo Je suis une menteuse, je dis que je ne mens pas sur les choses vraiment importantes, mais que sur des petits détails, etc. Mais en fait, à cette époque-là, je n'avais pas encore vu l'étendue des dégâts de ma mythomanie. Et en recollant les morceaux, je me suis rendu compte que j'ai été la méchante dans l'histoire de beaucoup de personnes. Je crois que notre ego nous fait toujours tendre vers des histoires dans lesquelles nous sommes les victimes des autres. Mais mon comportement m'a poussée dans des retranchements tels que aucune excuse, aucune explication ne pouvait justifier mes fautes. Et donc paradoxalement, mentir m'a appris à me remettre en question. Lorsqu'un conflit avec quelqu'un se passe, j'essaye de moins écouter la narrative qu'essaye de me vendre mon ego et j'essaye de me dire « Bon, ok, l'autre a tort, mais essayons d'imaginer juste 30 secondes dans quelle mesure on pourrait être responsable de ce bordel. » Des fois, j'ai peut-être poussé ce raisonnement un petit peu trop à l'extrême en rejetant la faute sur moi alors que concrètement je n'avais rien fait de mal, mais malgré tout, ça reste un très bon exercice pour mieux se comprendre et comprendre les autres. Parce que lorsque l'on voit de quelle manière on fait du mal aux autres, on a plus de facilité à les comprendre lorsqu'ils nous font du mal. Ça n'enlève pas la douleur lorsqu'on nous a fait du mal, mais réussir à se mettre à leur place permet d'enlever une partie du sentiment d'injustice et empêche aussi de réellement les diaboliser et donc rend le pardon plus facile. Et quand je parle du pardon ici, je parle pas du pardon naïf, genre « Oh, tu as fait une erreur, mais je te pardonne sans condition parce que je tiens à toi ». Non, je parle du pardon qui comprend le mal que l'autre peut faire et permet de rétablir des limites claires entre l'autre et soi-même. Mais au final, on pardonne quand même parce qu'on sait qu'au final, on est tous humains, on est tous imparfaits et que dans les relations interpersonnelles, on doit toujours trouver des compromis entre les qualités et les défauts de chacun. Donc voilà, je pense que comprendre notre responsabilité dans le malheur qui nous entoure, voir le mal lorsqu'il vient de nous, et surtout comprendre que l'on n'est pas l'ange parfait et fragile que l'on s'imagine être, c'est perdre sa naïveté et être mieux préparé à la dureté du monde. Parce qu'on sait que l'on pourra être blessé, mais on sait aussi comment on peut blesser les autres. Ce qui nous permet, à force de temps et d'attention, de maîtriser nos armes pour qu'elles ne blessent plus ceux à qui on tient. La deuxième chose que m'a appris la mythomanie, c'est que le respect ne se demande pas, il se mérite. Je pense que l'énoncé est clair, mais je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques années, j'adorais m'engager dans des débats philosophiques ou politiques avec mes amis. Le truc, c'est que
Il arrivait souvent qu'on me reprenne, qu'on me corrige, voire même qu'on ignore ce que j'étais en train de dire. Et ça m'insupportait parce que forcément j'étais entourée de garçons et donc j'étais persuadée qu'on était tout le temps en train de me mansplain ou que l'on m'expliquait comme on dit en français. Et un jour j'ai compris que en fait les personnes avec qui je débattais savaient très bien pour ma mythomanie et disons que cette tendance à exagérer les informations avait rendu mes propos peu intéressants à leurs yeux, soit parce qu'ils étaient jugés trop incertains, soit parce que j'imagine qu'ils étaient motivés plus par l'envie d'attirer l'attention que par réelle envie d'apporter au débat. Je n'étais pas discriminée parce que j'étais une femme entourée d'hommes misogynes, mais simplement parce que je n'étais pas une personne de confiance. Se concentrer et attribuer son malheur à des phénomènes extérieurs, on appelle ça le locus de contrôle externe. Le truc avec ça, c'est que concentrer son attention sur l'extérieur, sur des choses que l'on ne peut pas contrôler, peut nous rendre extrêmement anxieuses. Je vais répéter un peu ce que je dis dans les précédentes vidéos, mais nous sommes des êtres vivants qui aimons résoudre des problèmes. Ou plutôt que aimer, disons, qui avons besoin de résoudre des problèmes. Le souci avec les problèmes qui viennent de l'extérieur, c'est que très souvent, nous n'avons absolument aucun contrôle dessus. Et notre cerveau, face à un problème irrésolvable, trop complexe pour nous, va se mettre à tomber dans l'anxiété. Donc, comme le préconisent les stoïciens, il faut se concentrer sur les choses dont on a le contrôle. Par conséquent, si on ne vous respecte pas, ce n'est peut-être pas de la faute des autres, et il serait peut-être temps de vous demander si ce n'est pas vous qui finalement vous comportez de manière irrespectueuse. Même si ça paraît brutal dit comme ça, en réalité c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous avez le contrôle dessus et que du coup vous pouvez devenir respectable. Et pour ceux qui se diraient « Non mais des fois il y a des gens, ils sont là juste pour vous faire du mal », comme par exemple les pervers narcissiques et les psychopathes qui ne vous respecteront pas quoi qu'il arrive, eh bien sachez que le fait de se savoir respectable fait que vous vous respectez avant tout et surtout vous-même. Généralement, on se fait maltraiter par les gens mauvais parce qu'au fond, on se laisse faire. Parce qu'on est naïve, parce qu'on ne comprend ni le mal que l'on fait, ni le mal que l'on peut nous faire. Et je sais qu'à première vue ça peut paraître absurde, mais gardez ça dans un coin de votre tête, on sait jamais, un jour, ça pourrait vous sauver la mise. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que nous les menteurs, nous sommes plus aptes à croire nos propres mensonges et notre résistance. Le truc que les gens sous-estiment souvent chez les mythomanes, c'est notre capacité à croire nos propres mensonges. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais plus jeune et que je n'avais pas fait mes devoirs, lorsque ma mère me demandait si je les avais faits, pour être crédible dans mon mensonge, en fait, je me voyais les avoir faits lorsque je lui répondais oui. Et donc, j'y croyais tellement sur le moment que pour moi ça devenait vrai. Je vous promets qu'il m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'arriver en cours de maths totalement sereine jusqu'au moment où j'ouvre mon cahier et où je me rends compte que en réalité j'ai pas du tout fait mes devoirs. Eh bien cette capacité à croire nos propres mensonges s'étend sur notre vie comme un voile d'illusion. Les menteurs font probablement beaucoup de mal autour d'eux, mais comprenez bien que les premières victimes de leurs mensonges, ce sont eux-mêmes. Et je vais profiter de ce sujet pour vous parler de Alfred Adler. Avec Sigmund Freud et Carl Jung, ils sont les trois piliers de la psychologie. La psychologie adlérienne, elle, est tout à fait particulière et très très peu connue. Et à mon avis, à moins d'avoir fait des études de psychologie, vous n'avez probablement jamais entendu son nom. En tout cas, c'était mon cas jusqu'à ce que je tombe sur ce livre, Avoir le courage de ne pas être aimé, de Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, qui est un livre d'introduction à la psychologie adlérienne. Et je préfère tout de suite vous prévenir, si l'envie de lire ce livre vous prend, âme sensible s'abstenir. Ce n'est vraiment pas pour rien que cet homme n'est pas trop à la mode. Ce qu'il propose va vraiment à l'encontre de tous les messages que l'on entend aujourd'hui dans notre société. Et je dirais même va à l'encontre de toute notre conception un peu freudienne des traumatismes et de comment les soigner. Je ferai probablement une petite vidéo explosive sur lui et sa psychologie, parce que vraiment il y a beaucoup de concepts très très intéressants, complètement à contre-courant et très inspirants. Mais bref, un de ces concepts clés, c'est l'idée du mensonge vital. Le mensonge vital consiste à se trouver des mensonges ou des excuses pour ne pas avoir à assumer ce que l'on est ou ce que l'on devrait faire. Et la particularité, c'est que lorsque l'on vit dans un mensonge vital, on est misérable.
le fait d'être habituée à croire à mes propres mensonges a aggravé, je pense, ma capacité à me couvrir de mensonges vitaux. Je trouve ça très intéressant parce que ça rejoint totalement l'idée de la résistance développée par Steven Pressfield, que j'explique en détail dans ma vidéo Un obstacle pour les gouverner tous. Et dans un autre de ses livres, Turning Pro, Pressfield parle de shadow carrière, de carrière de l'ombre. En gros, c'est une activité que la résistance t'aura convaincu de suivre rationnellement, alors qu'au fond, tu sais que c'est pas vraiment ça qu'il te faut. Dans ce livre, il raconte qu'au lieu d'être écrivain, ce qu'il avait toujours rêvé d'être, il s'est mis à devenir camionneur et il a traversé tous les États-Unis en camion. Il dit que c'était un mélange entre vivre des aventures et être constamment dans la fuite. C'était devenu sa shadow carrière, son mensonge vital. Et malgré les aventures folles qu'il a vécues par moments, au fond, il se sentait misérable. On se sent misérable parce que finalement, le mensonge vital, c'est un comment, mais qui n'a pas de pourquoi profond pour le soutenir. On se retrouve alors avec tous les inconvénients de la vie et sa souffrance inhérente, mais sans les avantages de se sentir exister. Donc, faites très attention aux histoires que vous vous racontez le soir avant de vous endormir. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous renvoie à ma précédente vidéo « Es-tu le héros de ton histoire ?» La quatrième chose que j'ai appris, c'est que changer est difficile. Ma mère m'a un jour conseillé « Ne pense jamais que tu pourras changer un homme. S'il est menteur, il sera toujours un menteur. Donc soit tu l'acceptes, soit tu t'en vas. » J'ai trouvé ça dur à l'époque parce que j'étais naïve et que je voulais vraiment croire que les gens pouvaient changer. Mais je crois que je comprends aujourd'hui pourquoi les gens changent difficilement. Changer une partie de son caractère demande tellement de sacrifices, de patience, d'attention et de courage. Adler dit que changer c'est simplement une question de décision, mais que si on ne le fait pas vraiment, c'est simplement parce que au fond, on manque de courage. C'est un peu dur, mais je comprends vraiment ça parce que jusqu'à maintenant, je voulais changer, je voulais arrêter de mentir, mais clairement, je n'ai jamais été assez courageuse pour réellement faire les choses que me demande ce changement. Et ça rejoint aussi totalement la notion de sacrifice. Tu veux changer, mais es-tu réellement déterminé ? À l'époque, nos ancêtres sacrifiaient une de leurs bêtes, et je ne pense pas que cela était anodin pour eux. Tuer quelque chose de vivant qui t'appartient implique que tu es sérieux à propos de ce que tu veux entreprendre. Aujourd'hui, nous avons perdu cette notion de sacrifice, nous avons perdu ce lien sacré que nous avions avec nos désirs. Trop de choix, aucun engagement réel, et du coup, on fait tout à moitié. Il y a aussi ce truc qu'on est tellement surprotégé de tout qu'il n'y a plus cette notion de nécessité finalement. À l'ancienne, il y avait un vrai danger de mourir si on n'était pas un humain un minimum respectable. Soit parce qu'il y avait tout simplement beaucoup plus de violence, et donc mourir, se faire tuer était quelque chose de beaucoup plus banal qu'aujourd'hui dans notre société, mais surtout aussi parce que se faire exclure de la société, ou du moins de la communauté, était synonyme de mort finalement. La mort sociale était une mort physique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on laisse beaucoup plus les caprices individuels s'exprimer et qu'on ne punit plus du tout assez durement les gens comme moi ou bien les gens narcissiques, capricieux ou mal élevés. Et je m'aventurerais même jusqu'à dire qu'ils sont encouragés. Bref, la cinquième et dernière chose, c'est que finalement, ce qu'on voit comme des malédictions peuvent aussi devenir des bénédictions. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu tous mes défauts se retourner pour le meilleur. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais grosse, ou disons bien dodue quoi, j'étais rondouillette. Et en fait, j'ai maudit ce corps pendant très longtemps, parce que vous savez, j'ai le genre de corps avec un métabolisme très très lent, qui pardonne vraiment aucun faux pas. Et du coup, dès que je faisais un écart, je reprenais tout de suite tout ce que j'avais perdu à la sueur de mon front. Et je trouvais ça si injuste. Ce corps que j'ai tant détesté m'a aussi énormément appris parce que j'ai appris la discipline, j'ai appris la persévérance, j'ai appris à prendre soin de mon corps et de mes hormones. Vous savez ce qu'on dit, les derniers finiront les premiers. Eh bien, je ne suis peut-être pas le lièvre, je n'étais clairement pas très belle d'entrée de jeu, mais même si le chemin a été long, et il l'est encore, eh bien, je suis la tortue qui, petit à petit, s'épanouit sur le chemin. Quand j'étais plus jeune, je souffrais aussi beaucoup de l'envie. L'envie dans le sens la jalousie. J'enviais tout le monde, tout le temps. J'avais toujours la sensation que tous les autres étaient en train de vivre leur meilleure vie et je comprenais pas pourquoi, pour moi, tout avait l'air vraiment plus dur que pour les autres.
En fait, c'était le tout début des réseaux sociaux et à l'époque, il n'y avait pas encore eu cette deuxième vague de gens qui disent non mais en fait, les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie et les autres sont aussi misérables que toi malgré leurs photos de vacances aux Maldives ou bien celles de leurs folles soirées. Et pour moi, le pire truc, c'était vraiment la création. C'était le tout début de YouTube et j'en mourais quoi de voir tous ces gens géniaux faire des trucs et j'étais tellement jalouse. Tout ce que j'avais envie de faire, c'était créer, faire des vidéos, etc. Et c'est ça qui m'a vraiment lancée au début. Je voulais rencontrer les gens que j'admirais, je voulais apporter quelque chose au monde. Et donc, au lieu de rester là dans ma jalousie, eh ben, je me suis mis à faire. Et c'est en faisant que mon envie s'est petit à petit dissipée, ou alors je sais pas, peut-être que je la sublime, que je la canalise, j'en sais rien. En tout cas, je remarque quand je suis moins productive, quand je produis moins ou pas autant que ce que j'aimerais en faire, je remarque ça parce que je me mets à jalouser le contenu des autres. Et dès que je commence à ressentir le truc de la jalousie, je me dis ah, au lieu de jalouser un tel ou un tel, demande-toi, est-ce que tu es en train de faire ce que tu dois faire? Et souvent c'est automatique, à l'instant même où je me mets à faire des choses, toute mon envie se dissipe. En tout cas, que ce soit une qualité ou un défaut, vraiment c'est ça qui m'a poussée toute ma vie. Pareil pour toutes les activités que j'ai entreprises dans ma vie, j'ai pas spécialement de talent et j'ai dû tout apprendre de zéro à la sueur de mon front. Et même si je trouvais ça injuste de devoir travailler plus que les autres, au final, telle la tortue, j'ai tenu la distance parce que je sais ce que c'est de travailler et de persévérer même quand on n'a pas les résultats désirés. Et bien de la même manière, j'essaye de voir ma mythomanie comme la plus belle des bénédictions. Bien sûr que le prix à payer fut très lourd, mais du coup maintenant, je suis dans l'obligation de faire attention à ce que je dis. En fait, je n'ai pas le choix, je dois absolument déprogrammer mon autopilote. Seulement quand j'y pense, je me dis que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour faire ce que je veux faire. Je veux être une personnalité publique et c'est important de savoir parler, de savoir ce que l'on dit et de ne pas être en roue libre dès que l'on attire un tout petit peu plus l'attention. Cela demande une sagesse qui s'apprend et qui se gagne. Donc voilà, en définitive, je suis reconnaissante de ces défauts qui au final m'ont apporté plus que tout le reste dans ma vie. Pareil pour ma mythomanie, au final je suis reconnaissante de ce défaut puisqu'il m'a fait comprendre profondément l'importance vitale de la vérité, quel qu'en soit le prix à payer sur le moment. Parce que croyez-moi sur parole, le mensonge ne fait que retarder le problème et la trahison ne fera que l'empirer. Changer est un processus douloureux et humiliant. Mais au fond, que suis-je prête à sacrifier pour atteindre mes objectifs ? Absolument tout, car comme le dit Tyler Durden, c'est seulement après avoir tout perdu que l'on est libre de tout faire. Pour continuer cette série sur la créativité, le sens de la vie et pouvoir rentrer comme je le désire dans les détails, je vais devoir vous avouer la vérité sur ma façon de voir le monde, je vais devoir vous dévoiler les fondations de ma pensée. Cela fait des années que je suis tétanisée à l'idée de faire ces vidéos, mais comme l'a dit Alfred Adler, je dois avoir le courage de ne pas être aimée. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo un peu plus personnelle. Merci aussi pour votre confiance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.